à Québec. Alors, notre chroniqueur Raymond Côté, chroniqueur politique fédéral, est en studio pour commenter donc cette annonce hier de M. Trudeau. Bonne année, Raymond. Ben oui, bonne année, Philippe. On peut parler de Poutine d'abord. Prorogation du Parlement jusqu'à la fin mars. Ça veut dire qu'on ferme la Chambre des communes, on ferme le Sénat. C'est exact. Les comités tombent, les projets de loi qui étaient à l'étude meurent au feuilleton. Donc, c'est le grand reset, en quelque sorte, là, du Parlement canadien. Et là, évidemment, ce qui était très intéressant hier, ça a été le premier geste de M. Trudeau d'aller voir la gouverneure générale, avant d'aller annoncer justement qu'il allait démissionner, en fait, qu'il allait quitter son poste comme chef du Parti libéral et comme premier ministre du Canada quand un nouveau chef libéral va être élu. Alors, son premier geste, justement, ça a été de proroger. Puis ça, tu te souviens l'an passé, j'en ai parlé plusieurs fois, la prorogation, c'était une clé. Le premier ministre et surtout son parti ont besoin de temps. Et surtout, depuis le début de l'automne, le Parlement était paralysé par des questions de procédure. Là, en fait, une vaste opération du Parti conservateur avec des questions de privilèges qui n'aboutissaient jamais, là, finalement, qui empêchaient l'adoption de projets de loi. M. Trudeau est allé voir la gouverneure générale parce que c'est la procédure à suivre. C'est ça quand on veut proroger le Parlement? Exact. D'accord. Et évidemment, c'est une procédure qui est assez commune. En fait, quand on regarde dans l'histoire récente, là, tous les premiers ministres ont utilisé la prorogation. Évidemment, c'est une prorogation passablement longue, là. Elle va durer 77 jours. Donc, c'est plus long que la moyenne des prorogations qu'on a pu observer dans les 40-50 dernières années. Mais c'est pas nécessairement la plus longue, là. En fait, Jean Chrétien avait fait plus long que ça. Bon, ce que ça a pour effet de protéger, ça a pour effet de faire en sorte qu'on ne peut pas faire tomber le gouvernement. C'est ça? Exact. Alors, donc, ça protège l'institution gouvernementale canadienne. Là, exact. Les votes de confiance, les motions de censure, tout ça tombe. Donc, à partir de lundi, le 24 mars, premièrement, le 24 mars, le retour en chambre, si rien ne change, parce que ça se peut qu'on puisse observer autre chose, on va en parler un petit peu plus loin. Si rien ne change, le 24 mars, les députés sont convoqués pour aller dans la chambre du Sénat, entendre le discours du trône de la gouverneure générale que le gouvernement, ça sera peut-être encore M. Trudeau à ce moment-là, justement, aura rédigé là, pour la nouvelle session. Alors, la 44e législature va connaître 2 sessions en fin de compte. Une première session qui a été très, très longue, qui a occupé presque 4 ans, là, un bon 3 ans, et une dernière session qui va se révéler être très, très courte, qui va se compter en quelques jours à peine, là, probablement. Mais là, qu'est-ce qui arriverait si M. Trudeau était toujours chef du Parti libéral au retour, quand les travaux vont reprendre et qu'il y avait un vote de non-confiance qui faisait tomber le gouvernement? Ben là, c'est ça qui m'intrigue beaucoup. En tout cas, on peut appeler ça une bonne nouvelle en quelque sorte. Tout est en procédure accélérée. Hein. Tout se bouscule actuellement. C'est incroyable là, ce qu'on vit cette semaine. Là, le président là, du Conseil national du Parti libéral, Sachet Mehra, a annoncé que le Conseil national allait se rencontrer pour déterminer les règles par rapport à l'élection du nouveau chef. Et c'est ça qui est très intriguant parce que Sachet Mehra nous donnait accès, en fin de compte, au statut là, du Parti libéral du Canada. Une course à la chefferie au Parti libéral qui se tient selon les règles va durer des mois. Parce qu'en partant, on donne 90 jours à tout candidat à pouvoir ramasser des signatures de 300 membres en règle du Parti libéral pour se qualifier pour être candidat. Je crois avoir entendu dire que c'était minimum 4 mois. Oui, c'est ça. C'est une affaire d'au moins 4 mois. Donc, ça nous mène après le retour en chambre. Et voilà, exactement. Alors, ce que je vais observer de très, très proche, c'est qu'est-ce que le Conseil national du Parti libéral, à partir de ce que les avocats du parti vont avoir déterminé, quels vont être les paramètres de cette course-là? Est-ce que ça va se faire, en quelque sorte, dans un claquement de doigts, là, en quelques semaines? Est-ce que les statuts du parti permettent ça? Il y a eu une hypothèse qu'avait soulevée, entre autres, Eddie Goldenberg, un des plus renommés là, spin docteurs libéral, là, c'était que le nouveau chef soit décidé, soit choisi par les membres du caucus. Évidemment,
Ça amènerait comme problème de légitimité pour le chef, parce que la règle d'élection est définie dans les statuts. Normalement, c'est les membres qui décident là, les membres du parti. Les membres du caucus, c'est les députés élus. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé de son allocution hier à M. Trudeau? En tout cas, il a montré à quel point ça le désolait de quitter le poste là, de chef du Parti libéral et de premier ministre du Canada. Je l'ai dit, puis je le répète encore, Justin Trudeau adore ça, être premier ministre. Ça paraissait hier, il cherchait à justifier justement toutes ces années comme premier ministre, à justifier même ses dernières actions, mais surtout, de façon assez étonnante, il est retourné dans le passé dès 2015 avec, entre autres, la question du mode de scrutin, qui avait été un premier échec, puis surtout considéré comme étant une promesse brisée, là, majeure. Oui, il avait promis pendant la campagne électorale de 2015 de réformer le mode de scrutin au Canada. Il est revenu sur cette promesse-là dans les mois qui ont suivi son élection. Ça lui a été beaucoup reproché. Puis là, il a évoqué ça de façon effectivement très insolite dans son discours. Oui, je regrette de ne pas avoir fait ça. Oui, puis surtout, évidemment, il est revenu sur ce qu'il voulait, lui, mais ce que les libéraux voulaient, mais ce qu'il voulait, lui, surtout, un mode de scrutin préférentiel qui cherchait à imposer dans un processus qui était pratiquement un processus de façade, parce qu'un comité spécial avait été créé de la Chambre des communes pour analyser les différentes possibilités. Mais évidemment, le gouvernement libéral voulait pousser le mode de scrutin préférentiel, ce que les autres partis ne voulaient pas d'emblée. Et quand il a vu que il n'y avait aucun allié, aucun parti qui était prêt à embarquer dans son idée, ben il l'a écarté. Puis il est revenu là-dessus en disant, ben le mode de scrutin préférentiel aurait justement calmé les esprits, puis bref, ça aurait donner été à tous les Canadiens l'impression d'avoir une voix qui est entendue au Parlement. Il y a ça, mais il a surtout souligné le fait que ça aurait discipliné en quelque sorte les partis, parce que là, il aurait été pris avec, un premier choix, deuxième choix, troisième choix. En tout cas, autrement dit, la dynamique électorale aurait changé. Je trouve que c'est pas mal une vision idyllique d'un changement de mode de scrutin qui n'était pas si fondamental. Donc, c'était pas mal un monde de licorne qui évoquait hier. L'impression que moi, ça m'a donné, puis c'est repris par beaucoup de commentateurs ce matin, c'est que d'abord, il y avait très peu d'humilité dans son allocution hier. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu qu'il était obligé de s'en aller parce qu'il était immensément impopulaire. Il n'a pas pris acte, ne serait-ce que dans une toute petite phrase dans son discours hier, de son problème de connexion avec l'électorat canadien. Il a invoqué, tu l'as dit, la paralysie parlementaire, ça a été un peu la raison principale pour laquelle c'est la raison principale qu'il a évoquée pour expliquer son départ. Exact. Il a aussi fait référence un peu aux dissensions au sein de son parti, mais à aucun moment son taux de popularité à un creux historique dans les sondages a été évoqué par M. Trudeau pour expliquer son départ. Oui, en fait, on peut se poser la question, justement, si la dynamique à son bureau, le bureau du premier ministre, était pas quelque chose qui était toxique, en fin de compte, alors que son entourage semblait vraiment l'isoler et ne pas lui présenter la réalité telle qu'elle était. Je ne sais pas si tu as vu là, le sondage Angus Reid qui est sorti juste avant Noël, si je me trompe pas, ou entre Noël et le jour de l'an, je me souviens pas précisément, qui était très évocateur. Pour la première fois depuis longtemps, le Parti libéral tombait largement en bas de 20% d'appui. Derrière, oui, c'est ça, derrière le nouveau Parti démocratique, puis c'était les conservateurs qui en profitaient principalement. Alors, c'était un signe de plus, comme quoi la marque Justin Trudeau était carrément un boulet pour le parti. Puis le parti lui-même est pris avec une mauvaise image. Parce qu'on faut pas oublier que le Parti libéral du Canada, une des images évoquées concernant le Parti libéral du Canada, c'est le parti naturel du pouvoir au Canada. Et donc, après 9 ans de règne libéral avec Justin Trudeau, on voit une lassitude qui ressemble un peu aux dernières années là, de Jean Chrétien et puis surtout aux années Paul Martin. Donc,
Il y a un changement de régime qui va intervenir, ça c'est très clair. Puis ça, Justin Trudeau refusait de l'admettre. Il vivait visiblement dans le déni. Là. D'ailleurs, une chose qui lui est reprochée beaucoup dans les médias depuis hier, c'est que le fait qu'il ait attendu aussi longtemps avant de se résoudre à débarquer fait en sorte que ça va être extrêmement difficile pour son successeur de redorer le blason libéral. Ça ne donnera pas beaucoup de temps à la personne qui va le remplacer. Absolument. D'imprimer sa marque au parti avant les prochaines élections. Tu as tout à fait raison de l'évoquer et on peut revenir sur une autre personne qui a vécu ce genre de malheur-là, Kim Campbell, qui avait succédé en juin 1993 à Brian Mulroney et qui est parti en élection à l'automne, quelques mois après à peine. Écoute, le nouveau ou la nouvelle chef du Parti libéral du Canada va avoir une marge de manœuvre encore plus réduite, là, parce que ça va se compter en semaine, même en jours. Peut-être en jours, c'est ça. C'est ça, absolument. Alors, le nouveau chef va avoir de la misère à installer ses marques parce que une des choses qu'un nouveau chef a besoin, c'est de mettre en place son équipe, les gens à qui il a confiance pour pouvoir s'installer, puis évidemment, apprendre son nouveau métier, parce que c'est tout un défi de devenir chef d'un parti politique, là. Alors ça date pas d'hier. Il y a déjà des noms de successeurs potentiels qui circulent depuis des semaines, là, si c'est pas des mois. On parle de Chrystia Clark, l'ex-première ministre de la Colombie-Britannique, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Dominique Leblanc. Il y a évidemment Monsieur Carney, qui est l'ancien gouverneur général de la Banque du Canada. Anita Anand aussi, qui était ministre de la Défense pendant un bout de temps. Oui, c'est ça. À quel point ce fameux principe que tu as déjà évoqué ici de l'alternance Québec Rock, donc Québec Rest of Canada, va être importante, tu penses, dans le choix d'un chef ou d'une chef? Est-ce que ça disqualifie, selon toi, d'emblée des Mélanie Joly, des François-Philippe Champagne? Ben, ça pourrait peut-être les handicaper, en effet. Puis ce principe d'alternance-là, en fait, évidemment, il joue aussi sur la scène nationale. Les premiers ministres qui se succèdent sont souvent des Québécois. En fait, il y a même une omniprésence des figures québécoises à titre de premier ministre. Là. Quand on remonte dans le temps, Stephen Harper est le dernier exemple, la grande exception par rapport à Justin Trudeau, avant lui Jean Chrétien, avant lui Brian Mulroney, puis avant lui Pierre Elliott Trudeau. Alors, les personnes, les premiers ministres du reste du Canada ont toujours été pratiquement sur un siège éjectable. Et évidemment, du côté du Parti libéral, le fait d'avoir un nouveau chef du Québec, comment ça pourrait être reçu? Est-ce que ça va être un facteur déterminant? Je me pose la question parce que là, le gros problème pour le Parti libéral, c'est de maintenir ses acquis au Québec et de trouver le moyen, justement, là, de reprendre pied dans le reste du Canada. Un handicap potentiel pour un candidat québécois, c'est à quel point il est connu dans le reste du Canada. Justin Trudeau avait cet avantage-là. Il était l'héritier de la famille royale, là, libérale, en quelque sorte. Tandis qu'une Mélanie Joly ou Monsieur Champagne, bien eux, les gens les connaissent assez peu là, en dehors du Québec, là. Un des défis gigantesques de la personne qui va succéder à M. Trudeau, c'est qu'elle va devoir enchaîner quasiment tout de suite après la course à la chefferie avec une élection. Il va falloir quelqu'un qui est solide sur ses arçons, quelqu'un qui est en santé aussi. Absolument, puis qui va devoir travailler en plus avec la structure qui est en place, qui est plutôt une structure dévouée ou en tout cas formatée en quelque sorte pour Justin Trudeau. Alors, ça va être une position très inconfortable pour le futur chef ou la future chef, en fin de compte. Et ça, ça va être un handicap de plus, en plus de devoir assumer aussi un héritage, qu'il le veuille ou non. Parce qu'on évoque souvent, par exemple, pour Mark Carney, le fait que, dans le fond, il va pouvoir se distancer de l'héritage Trudeau, mais c'est pas si évident que ça parce qu'il avait accepté d'être conseiller économique auprès du premier ministre. Chrystia Freeland, évidemment, avec son coup d'éclat, a pris une distance, mais en même temps, il a renouvelé sa fidélité au Parti libéral, donc elle peut pas renier non plus un héritage quand même important, alors qu'elle a été ministre majeure, comme ministre des Affaires étrangères, évidemment ministre des Finances, puis surtout vice-première ministre, donc carrément la personne de confiance, le bras droit en quelque sorte de Justin Trudeau. Donc, il n'y a pas de belle avenue en quelque sorte
pour le successeur de Justin Trudeau de pouvoir se démarquer puis de pouvoir dire, je suis une alternative à Pierre Poilievre. En tout cas, moi, je ne l'imagine pas actuellement. Ça va être un sacré défi, puis dans les pires conditions qu'un nouveau chef peut vivre, en fin de compte, en arrivant comme ça à la dernière minute là, dans une campagne électorale. Stratégiquement, est-ce que ça pourrait être intéressant pour un candidat ou une candidate qui est prêt à attendre 4 ans? C'est-à-dire qui accepterait de prendre la chefferie, de se faire battre aux prochaines élections fédérales, puis ensuite de travailler ces 4 prochaines années-là pour redorer le blason du parti, puis ensuite essayer d'opposer des idées plus fortes à Pierre Poilievre dans une éventuelle élection absolument. Ça va donner des opportunités. On l'a vu chez les conservateurs, quand Andrew Scheer a réussi à gagner de justesse. On avait Erin O'Toole qui était un candidat à ce moment-là, qui après ça s'est servi de cette première course-là comme un tremplin pour devenir pratiquement le candidat qui a réussi à... ça n'a pas été un triomphe, là, aussi éclatant que Pierre Poilievre, mais quand même qui a réussi à gagner de façon relativement éclatante. Alors, oui, c'est sûr que cette course à la chefferie qui va s'amorcer là, dans les prochains jours, ça va être aussi une opportunité pour se faire connaître, puis mettre en place l'après chef qui va être sacrifié en quelque sorte, potentiellement. Mais encore là, ça sera de voir... Dans le cadre de la dynamique de la campagne électorale, la personne qui va devenir chef, est-ce qu'après ça, il va être puni pour le résultat? C'est ça ma question. Est-ce que c'est automatique, selon toi, qu'une défaite des libéraux aux prochaines élections forcerait l'expulsion de la successeur ou du successeur de Trudeau, ou cette personne-là pourrait, si elle se sentit relativement bien en campagne, même en dépit d'une défaite, pourrait rester en poste après ça pendant les 4 prochaines années? Ça va beaucoup dépendre, je pense, du résultat. Ouais. Si le Parti libéral se retrouve à être au 3e, au 4e rang dans le nombre de sièges, le chef va probablement passer à la trappe. Oui, parce que j'ai beaucoup de misère à imaginer les membres, puis surtout les personnes d'influence au sein du Parti libéral accepter de retourner dans la position où le Parti libéral était, par exemple, quand j'ai été élu en 2011, alors que les libéraux vivaient très, très mal. Avait été classé par l'NPD. C'est ça, il était sur le banc de punition, il était dans l'ombre, une situation totalement inconfortable pour eux. Si par contre, le nouveau chef réussit en quelque sorte à sauver les meubles, par exemple à former l'opposition officielle, là, j'imagine que les membres vont être beaucoup plus tolérants puis vont lui donner la chance de vivre une autre campagne. Là. Ce serait considéré comme une victoire morale, comme on dit au hockey. Et voilà, exactement. Ouais. C'est là qu'on en est rendu au Parti libéral du Canada, parti naturel du pouvoir, comme tu le dis. Et voilà. Un peu plus tôt. En tout cas, on s'ennuiera pas dans les semaines et les mois qui viennent avec toi, Raymond. Merci beaucoup d'être passé ce matin. C'est un plaisir, puis surveillez ça, la semaine n'est pas finie, justement. On a beaucoup de choses à apprendre encore. Merci. Bye bye. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio